BFM Business, BFM Crypto, le club. Oui, ils sont là, ils sont ici sur BFM Business, dans BFM Bourse, les meilleurs experts crypto de France et peut-être du monde, parce que la France c'est un poste avancé dans cet écosystème mondial. Tiens, Valentin Demey vient de nous rejoindre. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Journaliste pour Cryptost. Pierre Morisot avec nous aussi. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Bienvenue, cofondateur, directeur général de Waltio. On parlera de la déclaration de revenus qui va démarrer demain, la saison de déclaration de revenus. Voilà, avril c'est le printemps et puis c'est les impôts aussi. Ouais, c'est les bourgeons et la pluie, c'est les deux, ça va ensemble. Et puis Xavier Fenot aussi nous accompagne pour Interactive Trading. Bonjour Xavier. Ravi de vous retrouver. Alors c'est Vincent qui... Ah, c'est Vincent Gann, oui, pardon. Mais oui, Vincent, pardon. Bonjour à tous. Pardon, vous ne vous réduisez pas à un simple copier-coller erroné. Effectivement, c'est Vincent Gann aujourd'hui qui nous accompagne, spécialiste, analyste technique indépendant, et vous êtes cher à notre cœur aussi, Vincent. Elle est belle cette journée. Tiens, ça tombe très bien que vous surgissiez, Vincent, parce qu'on a ce Bitcoin qui monte, plus de 30 000 $ encore à l'instant. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la hausse des marchés actions, mais sur les cryptos aussi, ça monte très fort. Comment est-ce que, d'un point de vue technique, vraiment, Vincent, comment est-ce que vous voyez la suite? Alors, vous parlez à l'instant des nouveaux records historiques du CAC 40, ça peut sembler surprenant. Je pense que le cours de Bitcoin ne fait pas encore un nouveau record historique, mais la performance annuelle du cours de Bitcoin, elle, c'est vraiment la surprise de début d'année, même je pense bien plus que ce que fait le cours du CAC 40. Alors, le cours du Bitcoin, il reste ancré dans quoi? Dans la dynamique de marché qui a été créée par ce que certains appellent le choc bancaire, le stress bancaire. Moi, j'appellerais ça plus simplement la mini-crise bancaire du mois de mars, qui est en fait surtout une crise qui s'est concentrée sur les banques régionales américaines, mais une crise bancaire qui s'est traduite par une réaction importante de la Banque centrale américaine et qui s'est traduite sur les marchés financiers par un certain nombre d'arbitrages très importants et en particulier un flux de capitaux à l'achat sur les métaux précieux et de manière plus surprenante le cours du Bitcoin. Pourtant, le cours du Bitcoin, le Bitcoin n'est ni l'or ni l'argent. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est 85% de hausse annuelle. Alors, je rappelle cela parce que la hausse du marché crypto, cette année, elle a démarré bien avant la première faillite d'une banque régionale américaine. Mais au final, il y a quand même 36% de points de pourcentage de cette hausse qui vient de la crise bancaire. C'est 3 fois la performance de l'or dans cet épisode de crise bancaire. Alors maintenant, revoilà le marché au contact des 30 000 $. Le cours du Bitcoin est-il en surachat technique? C'est peut-être la question que vous vous posez, Guillaume, ou peut-être plus certainement les auditeurs. Est-ce que, Vincent, le Bitcoin est en zone de surachat technique? Ça tombe bien, c'est la question que je voulais vous poser. Oui. Écoutez, c'est beau. Très bonne question, excellente question. Ah oui, alors, vraiment. Voici ma réponse. Non d'un point de vue du sentiment du marché, non d'un point de vue du momentum, d'un point de vue chartiste. Ça faisait un certain temps, 2 semaines maintenant, qu'on se maintenait sous une résistance technique qui n'est pas à 30 000 $, mais qui est à 29 000 $. C'est cette résistance que le marché essaye de franchir depuis hier. Alors voilà, si elle est dépassée en cours de clôture, vous connaissez la logique chartiste, et bien derrière, les prochaines cibles sont à 32 500 et 34 000 $. Alors, cette résistance à 29 000 $, il est très important de la dépasser, non pas ce soir, mais sur la base d'une clôture hebdomadaire, c'est-à-dire dimanche prochain. Et c'est-à-dire en fait qu'il va falloir que la réaction du marché à l'inflation aux États-Unis, qui est publiée demain et même jeudi aussi, de lecture de l'inflation, soit favorable. En gros, que cette inflation américaine ne provoque pas un rebond trop puissant du dollar américain. En fait, c'est la seule chose qui, pour moi, cette semaine, pourrait mettre en risque le mouvement haussier du cours du Bitcoin. Et pour conclure, parce que je suis déjà trop long, retenez une chose, il faut préserver les 29 000 $. C'est le nouveau garant de la tendance haussière. Tant que ce seuil chartiste est préservé, 29 000 $. La cible, c'est 34 000 $. Garant relatif, on ne maîtrise pas forcément la suite. Et on rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'il ne faut jamais investir l'argent que l'on n'est pas prêt à perdre en crypto. Ça reste très spéculatif et volatile. Très intéressant de vous écouter. Vincent Gann nous accompagne régulièrement, analyste technique indépendant. Il est en train de raccrocher. Valentin, le Bitcoin donc a franchi la barre des 30 000 $. Alors à l'instant, Vincent nous apportait les explications techniques à cette hausse. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous vivez cette journée? Est-ce que c'est quelque part le 14 juillet de l'écosystème crypto qu'on est en train de vivre tous ensemble? Je ne sais pas si c'est le 14 juillet, mais en tout cas, effectivement, c'est une remontée qui est très cool. Mais que vous êtes méchant, Guillaume, avec quand même le prix du Bitcoin, parce que à chaque fois que ça monte un peu, il faut savoir où est-ce que ça va s'arrêter, il faut savoir quand est-ce que ça va redescendre. Alors que le CAC est à son ATH, et on ne vous entend pas parler, Guillaume, de quand est-ce que ça va redescendre, le CAC, quand même. Donc, non, mais c'est une petite victoire intéressante. Non, je peux l'expliquer ça. Il y en a beaucoup qui investissent en crypto vraiment à des fins purement spéculatives et de trading et qui sont de purs amateurs et qui connaissent rien. C'est vrai. Ils y vont attirés par l'appât du gain.
Ça existe en bourse, mais c'est moins la philosophie de la bourse. Voilà, tout simplement. Donc il faut peut-être plus le répéter pour l'univers crypto. Et c'est très important. Mais effectivement, sans être le 14 juillet, c'était une belle journée. C'est un beau début d'année, puisque on est sur des plus hauts historiques. Aujourd'hui, on a mis 10 mois à y revenir sur ce prix qu'on a aujourd'hui, et on a mis plus d'une centaine de jours à parcourir le plus bas de ces dernières années, de ces derniers mois, à ce sommet de 30 000 $. Donc sans parler du côté technique, et on en a déjà beaucoup parlé sur ce plateau, des deux aspects qui peuvent motiver cette hausse, avec d'un côté le retour du narratif de pourquoi Bitcoin a été créé, c'est-à-dire la peur de certaines banques aux États-Unis régionales, on a vu, ce narratif donc de reprendre le contrôle sur son argent, de s'assurer qu'il n'y a pas de tiers de confiance qui peut faire faillite et de pouvoir envoyer de l'argent à tout moment. On parlera tout à l'heure du Lightning Network, également un moyen de payer au quotidien en Bitcoin et sans frais qui prend beaucoup de place. Et puis évidemment, le resserrement des banques centrales qui serait peut-être un peu moins complexe et dur que prévu. Donc, c'est deux catalyseurs importants. Et puis, effectivement, c'est le marché global des cryptos qui reprend un peu le dessus. Et donc, on a commencé à voir les pivots entre les acheteurs long terme et les détenteurs long terme également qui commencent à revenir en positif. On a la mise à jour aussi d'Ethereum qui arrive dans quelques jours, dans 48 heures. Donc on verra comment c'est reçu. Mais en tout cas, voilà, tous ces narratifs poussent le marché global vers le haut. Et c'est très bien qu'on ait mis un peu plus de 10 mois à revenir à ces sommets autour de 30 000 $ de l'année dernière, donc de juin de l'année dernière. Voilà, on est sur un plus haut depuis juin 2022. Exactement. 2022. Ouais. Bon, on va le prendre, hein, ce niveau des 30 000 $. C'est vrai qu'il fait du bien à l'écosystème. Alors on va rester dans les nouvelles positives, puis après on parlera d'FTX. Vous allez encore me dire, vous voulez toujours parler de trucs négatifs. Oui, mais bon, c'est la vie. Non, mais c'est beaucoup. Très belles histoires sur FTX. On en apprend toutes les semaines. Ah oui, ça, on n'est jamais déçu, pour le coup. C'est sûr. Coinbase, donc dans les nouvelles plutôt favorables, Coinbase prévoit d'intégrer le Lightning Network. C'est pas facile, effectivement. Ouais. Le Lightning Network est cette. Pardon ? Non, rien. Allez. Oui, il faut s'entraîner. Le Lightning Network, du coup, qui est effectivement cette surcouche, on peut dire cette seconde couche de Bitcoin. Je suis surpris que vous disiez d'ailleurs vous-même Lightning Network parce que vous avez tendance parfois à franciser les noms. Mais là, effectivement, c'est. J'aurais cru que vous diriez Lightning Network. Après, on reçoit des mails de gens qui nous disent attention à l'antenne avec toutes les règles officielles. Mais effectivement, c'est très important ce genre de solution puisque ça permet d'envoyer de l'argent, de payer au jour le jour son café en Bitcoin. C'est l'une des grandes problématiques du réseau, ou en tout cas c'est ce que les attaquants de Bitcoin aiment répéter le plus. Bitcoin ne sert pas à payer son café au quotidien. Bitcoin n'est pas un moyen de paiement. Et avec Lightning Network, depuis des années, c'est un peu de moins en moins vrai cette attaque contre Bitcoin, puisque de plus en plus de Bitcoin sont retirés entre guillemets du réseau principal qui est effectivement un peu coûteux et qui met une dizaine de minutes à être validé, c'est le principe de la blockchain Bitcoin, pour être basculé sur un réseau de seconde couche, le Lightning Network, qui permet de payer en quelques secondes, de valider une transaction en quelques secondes et de coûter très peu de frais de transaction. Donc ça, c'est une dynamique de long terme. Aujourd'hui, on a à peu près 5500 bitcoins qui sont déposés sur cette couche-là, donc ça fait environ 130 millions d'euros. Ça veut dire que vous pouvez acheter un café à hauteur de 130 millions d'euros, Guillaume, donc on devrait avoir le temps. On aura beaucoup d'eau. Ou en prendre plusieurs d'affilée, en tout cas, c'est la capacité qu'a le réseau Lightning Network. Et il y a eu quelques grosses plateformes qui l'ont directement ajouté pour justement payer très rapidement. C'est fait beaucoup au Salvador, c'est fait beaucoup dans des pays d'Afrique pour justement payer au jour le jour tous ces petits achats. Et Kraken l'avait fait parmi les grosses plateformes, et donc demain, Coinbase pourrait s'y mettre également. Ça pourrait permettre du coup aux utilisateurs de vraiment très rapidement, en utilisant la robustesse du réseau Bitcoin, d'envoyer à des clients ou à des partenaires un petit peu de monnaie. En général, c'est utilisé en dessous de 50 €. Après, on passe pour les grosses transactions sur le réseau principal pour être plus sécurisé et plus robuste. Mais on est pile au cœur de la question de l'usage des cryptos à travers le Lightning Network. On est bien d'accord. C'est ça qui est intéressant. Et en face de vous, Pierre Morisot nous accompagne toujours pour Waltio. Pierre, je vous voyais réagir. Vous vouliez objecter des points En effet, en fait, ce qu'on a vu, c'est que Bitcoin a très bien montré son utilité et un vrai cas d'usage comme un instrument de réserve de valeur depuis sa création. Maintenant, la faculté d'utiliser Bitcoin comme un instrument de paiement régulièrement et notamment de micro-paiement n'a pas été encore parfaitement démontrée.
Et je pense que c'est l'industrie du paiement, c'est la plus grosse industrie au monde en termes de chiffre d'affaires. Et donc, il y a tout à fait un énorme marché à saisir pour Bitcoin et pour les actifs numériques. Et donc, Lightning Network, LN, dit plus simplement, permet je pense, d'adresser ces problèmes et notamment du micro-paiement, que ce soit de pair à pair, mais aussi pour aller vers des commerçants. Est-ce qu'il y aura un jour une crypto, une blockchain qui permettra de régler ses impôts beaucoup plus facilement? Non, mais je vous pose la question et de les déclarer encore plus vite. Non, mais c'est une vraie question parce que demain, 13 avril, s'ouvre la période de déclaration de l'impôt. Alors ça tombe bien, c'est votre spécialité justement, d'accompagner les clients, les détenteurs de crypto en l'occurrence, dans la déclaration de leur crypto. On peut peut-être rappeler d'abord la période déclarative qui s'ouvre demain? Tout à fait, on est le 11 aujourd'hui, donc après-demain, le début de la campagne de déclaration de revenus. Donc pour les crypto-monnaies, mais aussi pour tout type de revenus réalisés en 2022. Et ça ira jusqu'au 8 juin cette année. C'est toujours à peu près les mêmes dates. Et pour ceux qui vivent dans des départements, pas dans les derniers, mais il y aura aussi une phase qui se terminera fin mai et le 1er juin en fonction des départements. Voilà, ça va avec le numéro de département, hein, c'est ça? Tout à fait, exactement. Les cryptos ont quand même énormément baissé en 2022. Ça a été une année très compliquée pour l'univers et l'écosystème crypto. Du coup, certains vont enregistrer des moins-values. Est-ce qu'on peut déclarer des moins... Enfin, comment ça se passe vis-à-vis des moins-values fiscalement et pour ceux qui vont devoir du coup remplir une déclaration sur leur crypto dans quelques jours? Très bonne question. Et en effet, c'est la question qu'on se pose suite à l'année 2022 qu'on vient de vivre. Il faut savoir que le régime fiscal français aujourd'hui requiert de déclarer les ventes imposables. C'est-à-dire que ce soit une plus-value ou une moins-value, à partir du moment où une vente imposable, c'est-à-dire a été générée, c'est-à-dire que on a vendu un objet, donc on a utilisé les crypto-monnaies ou Bitcoin comme un instrument de paiement, ou bien on a échangé des crypto-monnaies contre de l'euro ou du dollar, donc des devises monétaires d'État. Une vente imposable a été réalisée et que ce soit une plus-value ou une moins-value, il y a l'obligation de déclarer cette vente imposable. Ouais. Et en face de vous, je vois Valentin qui piaffe d'impatience de nous parler d'FTX. On a encore un peu de patience, juste 2 minutes de patience, Valentin. Ça va? J'adore écouter Pierre nous parler. Non, mais je vous vois piaffer là avec votre histoire d'FTX que vous voulez nous remettre sur la table. On en a déjà bien soupé en 2022. Vous voulez en reparler? Ok. Vous attendez juste 2 minutes. Quel cinéma. Parce qu'on a en plus une question qui va vous faire plaisir. Elle concerne FTX, Terra Luna, tous ces trucs glauques. Voilà. Kevin donc nous écrit comment traiter les pertes et les arnaques comme la faillite de Terra Luna et de FTX. Comment traiter tout ça d'un point de vue fiscal? Est-ce qu'on a une réponse à lui apporter? Et Valentin sera content de vous écouter pour le coup. En effet, la question elle est vraiment pertinente et je pense que c'est pas la seule personne ou le seul Français à se poser cette question. Alors. Déjà, pour parler par exemple de Celsius ou de Terra Luna, il y a une perte qui a été réalisée. Maintenant, la déclaration et donc sa prise en compte de cette perte, elle doit être uniquement à partir du moment où il y a eu une opération imposable. Maintenant, pour FTX, c'est un petit peu particulier. FTX est aujourd'hui en redressement ou liquidation judiciaire. En tout cas, à l'heure actuelle, les retraits sont bloqués sur FTX, mais il y a des chances, et notamment on a pu le voir en fin de semaine dernière, où il y allait peut-être avoir des utilisateurs qui allaient récupérer leurs fonds. Donc à partir de là, soit il y a 2 options, soit on a une approche assez prudente, c'est-à-dire on garde ces crypto-monnaies de FTX, même si aujourd'hui on ne peut pas les retirer, on les garde au sein de son patrimoine de crypto-monnaies dans sa déclaration fiscale. Soit on se dit, je pense que je vais pas récupérer de crypto-monnaies, et donc à partir de là, je vais pas les prendre en compte pour valoriser mon patrimoine lors des ventes imposables. Par contre, évidemment, si dans quelques mois, années, on récupère ces crypto-monnaies, il faudra corriger sa déclaration fiscale, parce que dans ce cas-là, on aura bénéficié, on va dire, il y aura une erreur sur la déclaration fiscale de crypto. Voilà la réponse, Kevin, à votre question sur la façon de traiter aussi fiscalement et à l'occasion de la déclaration ce que vous avez subi autour de Terra Luna ou encore de FTX. Et on n'a pas fini d'en découvrir des vertes et des pas mûres sur FTX. Valentin, ça y est, c'est votre moment, c'est le moment, Valentin. Vous allez nous apporter des informations supplémentaires intéressantes pour mesurer à quel point les dirigeants de FTX étaient des amateurs. Pratiques d'amateurs. Ouais, pratiques d'amateurs, on en a parlé un certain nombre de fois de ces pratiques d'amateurs. Mais là, il y a un nouveau rapport qui est sorti il y a quelques jours et avec l'équipe de Cryptos, on a un petit peu regardé ce que nous réservait ce rapport de
43 pages, et c'est pas les meilleures choses qu'on aurait pu imaginer dans la plus belle des histoires liées à ce monde magnifique de FTX. Parmi les choses un petit peu bizarres qui se sont passées, on apprend notamment que beaucoup de sites phrases, vous savez, ces 12 ou 24 mots que vous devez noter quelque part dans un endroit extrêmement sécurisé, que personne ne doit regarder ou avoir. Déjà, quand vous êtes tout seul, il faut le faire, mais quand vous êtes une entreprise, encore plus. Eh bien, chez FTX, ces dizaines de phrases de sécurité étaient stockées librement sur une sorte de bloc-notes, sur un serveur accessible à tous, et permettaient à elles seules de bouger des centaines de millions d'euros sur les dizaines de milliards que possédait l'échange avant sa mise en liquidation. Donc, première chose qu'on apprend, ils géraient leur argent avec une clé posée sur le bureau, quoi. À la one again, quoi. Voilà, on est des surfeurs, on y va. Exactement. Je vois que vous êtes bronzé, vous avez dû surfer récemment, Guillaume. Et effectivement, ça c'est la première chose qu'on apprend. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que la totalité des crypto-monnaies n'était gérée du coup que par une seule clé et non pas, comme beaucoup d'entreprises le gèrent, par plusieurs clés. Je m'explique. Quand vous avez une entreprise et que du coup il y a beaucoup de fonds sur une ou plusieurs adresses, on met plusieurs adresses pour débloquer des fonds. C'est-à-dire qu'une seule ne peut pas signer pour déplacer. Il faut que 3 sur 5, 5 sur 10 à minima, valide la transaction, sinon elle ne part pas, pour pas que quelqu'un dérobe l'argent. Et bien là, c'est pareil. En plus d'avoir tout au même endroit et de laisser sur un bloc-notes les accès, n'importe qui trouvait une seule de ces clés pouvait bouger l'entièreté des fonds sur l'adresse. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Et tout ça, évidemment, Guillaume, sur des hot wallets, des portefeuilles chauds, c'est-à-dire un MetaMask et pas une Ledger. Donc pareil, s'il y a un risque de piratage, il n'y a pas de barrière. On apprend également que FTX stockait les clés d'accès aux serveurs interne de l'entreprise sur des clouds qui n'étaient pas managés par des sécurités. C'est-à-dire que pareil, n'importe qui accédait à l'ordinateur pouvait accéder à l'entièreté des choses. Aucun archivage sur des documents hébergés chez Google. Donc pareil, si jamais il y a la moindre problématique sur un serveur, il n'avait aucun backup en interne dans l'entreprise, ce qui explique pourquoi, lorsque certains documents ont été subtilisés, FTX a eu beaucoup de mal à connaître l'entièreté des clients, les soldes et tout ce qui suivait sur le début du faillite en novembre dernier. Et surtout, pourquoi on a eu du mal à savoir ça ? On apprend que l'entreprise était gérée à travers une entreprise qui s'appelle QuickBook, qui propose un logiciel de comptabilité pour les TPE-PME. Oui. Donc, quelque chose qui n'est pas du tout à la taille d'FTX, qui gérait des dizaines de milliards d'euros à travers le globe. Oh là là. Et donc, effectivement, on termine le rapport en apprenant que plus de 80 000 transactions seraient toujours en suspens dans ce QuickBook, donc il n'était même pas tenu à jour, et que effectivement ça ne va pas aider SBF dans son procès qui démarre dans les prochains mois, et encore moins à savoir où est-ce qu'est parti l'argent et qui le doit. On va pas découvrir plus tard la même chose sur d'autres grands acteurs crypto. Enfin, Binance c'est pareil ou pas ? Enfin, on sait ou pas ? Ça, voilà, je dis pas que Binance c'est pareil, hein, mais voilà, quel moyen est-ce qu'on a de savoir si d'autres acteurs importants de cet écosystème finalement ne sont pas aussi amateurs que l'a été FTX. C'est vrai qu'on pourrait en apprendre tous les jours, pas que sur le secteur des cryptos, hein, sur n'importe quelle entreprise. Oui, c'est vrai que c'est vrai. Sur l'aspect très factuellement, sur l'aspect qui a été mis en cause sur FTX, c'est-à-dire la ségrégation des fonds, en fait, Sam Bankman-Fried, il tout porte à croire, on verra le jugement, qu'il déplaçait les fonds donc de la plateforme FTX qui était déposée par les clients pour l'investir, hein, c'est ce qu'on a cru comprendre au début de l'enquête, sur d'autres de ces entreprises comme Alameda Research. Donc ça, c'est un problème de ségrégation des fonds qui sera imposé à travers le fameux règlement MiCA qui rentre en application l'année prochaine, Marketing Crypto Asset, qui imposera à toute l'Europe du coup les règles de sécurité équivalentes. Mais peut-être que des entreprises plus traditionnelles se font la même chose et qu'on le découvrira dans le crypto ou ailleurs. Pierre ? C'est vrai qu'on voit très bien qu'il y a un besoin, et on parlait de MiCA, d'obligation de reporting, de mise en place de vrais protocoles de conformité, une vraie culture de la sécurité, d'audit, et que ça manquait énormément dans ces sociétés qui en fait deviennent malgré elles des institutions financières. Alors évidemment, la ségrégation des fonds, ne pas utiliser les dépôts de ses clients pour faire financer soit d'autres activités ou faire complètement autre chose avec, ça me paraît être quand même un des fondamentaux de l'univers bancaire, mais apparemment c'était pas vu comme un des fondamentaux. La Fontaine avait tout vu, hein. La grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, ça va trop vite, c'est allé trop vite. Et puis il y avait aussi des pratiques d'arnaque.
oui, c'est un escroc. Il ne faut pas non plus le voir à... comme un gentil adolescent qui s'est trompé. Ouais, tout à fait. Non, il y avait un peu plus de préméditation que ça, a priori. Matt nous écrit, c'est un prénom de surfeur, ça, Matt, d'ailleurs, non enfin, Matt. Vous voulez pas refaire la game. Pour ceux qui nous suivent à la radio, ce sera en replay, bien sûr, sur le site de BFM Business. J'ai des cryptos, nous dit Matt. Ma femme et mon fils ont aussi leur compte. Est-ce que je les déclare ensemble? Comment dois-je faire? C'est la question de cet auditeur. Pierre. Déjà, c'est une nouvelle tendance. On voit de plus en plus d'individus comme Matt qui non seulement ont des cryptos, mais donc le père de famille, la mère aussi ouvre un compte, les enfants ont des comptes de crypto-monnaie. Donc il y a vraiment de plus en plus de personnes dans cette situation. Concrètement, les déclarations des crypto-monnaies, ça se fait par foyer fiscal. Donc un étudiant qui est rattaché au foyer fiscal de ses parents se doit, dans ce cas-là, d'intégrer ces opérations de crypto-monnaie au sein du patrimoine et donc de crypto-monnaie et de ses parents. Donc pareil, un homme et une femme ou deux personnes mariées qui ont une déclaration commune doivent, dans ce cas-là, faire cette déclaration commune, que ce soit dans leur calcul de plus-value, mais aussi la déclaration de leur compte étranger. Voilà, il faut le faire comme ça, sinon ça ne marche pas. Sinon, échec et mat. Ouais. Matt. Merci messieurs de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Pierre Morisot pour Waltio et Valentin Demey, très en forme Valentin Demey. Merci. C'est vrai, il est un peu moins bronzé, mais la même énergie, Guillaume. Ah oui, voilà, c'est Angers, hein. Il ne fait pas beau tous les jours. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Bon retour messieurs.